Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour préparer mon émission, je lis des livres. Régulièrement, je reçois des auteurs, des gens qui ont fait des témoignages. Et donc, en fin de semaine, j'ai lu un livre qui m'a donné des frissons dans le dos. Je te le dis, Cybèle, parce que tu vas, dans quelques instants, entendre le témoignage de ma première invitée. Et moi, je lisais son livre en fin de semaine. Et, comme on dit communément au Québec, je capotais ma vie parce que ma première invitée a été, depuis la tendre enfance, incluse de force dans la secte de Raël. Toi, je suis curieuse, Cybèle, à l'âge que t'as, Raël, ça t'évoque quoi? Parce que t'as pas connu nécessairement la grande époque où Raël était ici, il était au Québec. Non, c'est vrai. Par contre, moi, je me suis intéressée à ça, notamment avec l'ordre du Temple solaire. Oui. Donc, j'ai commencé avec ça, ça m'a mené à plus me renseigner sur Raël. Donc, tu sais, je connais un peu la secte, je connais l'idée, l'image qui se faisait avec les Elohim, de comment sont venus ici, de comment ça fonctionnait, parce qu'il y a eu un documentaire qui a été fait à Netflix. Exactement, que j'ai écouté, que j'ai absorbé, puis à chaque fois, on a le goût de se dire, mais voyons donc. Comment ça se fait qu'ils se sont laissés prendre là-dedans? Mais quand t'écoutes les témoignages, quand t'écoutes ce qui était dit, puis que tu cherches à trouver un sens à la vie là-dedans, puis que pendant longtemps ça va bien, puis que t'es coupé du monde extérieur, des fois là tu te dis, mais peut-être que c'est ça qui les a fait s'accrocher finalement. En tout cas, à un besoin, c'est sûr, absolument. Alors voilà, j'en connais un petit peu. Voilà. Alors, écoute, ma première invitée, donc, s'appelle Lydia Adjara. C'est une ex-membre de la secte de Raël, parce que oui, c'était une secte. Madame Adjara, bonjour. Bonsoir. Alors, oui, bonsoir. Il est 20h, pardon. Voilà. Alors, vous êtes en Suisse en ce moment. Je voudrais vous remercier d'avoir pris le temps, d'autant plus que l'entrevue que vous nous accordez, c'est votre première entrevue au Québec. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps. Votre livre est sorti il y a quelque temps en Europe. Ça s'intitule « J'étais son esclave ». Et là-dedans, vous détaillez à quel point vous êtes devenu l'esclave sexuel de Raël. Ça commence quand vous avez 4 ans. Votre mère, donc, est raélienne et vous allez vivre dans la communauté raélienne. Racontez-nous comment tout ça a commencé. Alors, je suis à Paris, je suis pas en Suisse, mais sinon, ma maman est rentrée dans ce mouvement-là quand moi j'avais 4 ans. Elle a eu la révélation en ayant les livres de Raël, et pour elle, ça a été son dernier des prophètes, et on l'a suivi, et j'ai suivi celle qui m'a mis au monde, comme tout enfant de 4 ans. Donc on avait une vie tout à fait normale, dans le sens où les gens avaient un métier, moi j'allais à l'école. Sauf que ponctuellement dans l'année, donc c'est-à-dire 2 semaines en été, et puis régulièrement tous les mois, on avait des moments à passer avec des Raéliens. Et il fallait à l'époque aller chercher d'autres adeptes, donc on faisait aussi de la diffusion dans les rues avec des tracts pour donner la bonne parole aux gens qui ne savent pas. Oui, alors voilà, c'est très particulier. Parce que donc votre mère y croit, elle croit réellement que les êtres humains ont été créés par des extraterrestres et que quand on meurt, notre plexus solaire va être légué à Raël et aux Elohim pour qu'on puisse cloner les êtres humains. Elle y croyait dur comme fer. Assez rapidement, on comprend dans votre livre que il y a dans la secte de Raël beaucoup d'aspects sexuels, une sexualité constante, et à un moment donné, vous décrivez une scène où vous arrivez devant une tente où les adultes sont, les enfants sont à part, il y a une tente avec des adultes, et là, bon, c'est assez particulier, il y a une planche en bois avec des trous, et dans les trous, les hommes ont mis leur pénis, et de l'autre côté, les femmes reniflent les pénis des hommes. Vous voyez ça, vous avez quel âge?
Je vois ça, j'ai moins de 10 ans. Je pourrais pas dire entre 8 et 10 ans, j'ai moins de 10 ans. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'aurais pas dû le voir, ça, parce que c'était une partie qui était réservée aux adultes. Et moi, je passe à ce moment-là, au mauvais endroit, au mauvais moment, une enfant qui est curieuse et qui va regarder. Et effectivement, l'exercice, c'était de savoir si ton partenaire va te reconnaître grâce à ton odeur. C'était l'exercice. Et j'occulte rapidement parce que je me sens pas bien, mais j'ai pas le droit de le dire parce que je suis dans un monde idyllique. Donc c'est pas normal que je me sente pas bien. Ça, je l'ai intégré très très jeune. Oui. Vous dites c'est un monde idyllique et en effet, dans votre livre, on comprend que il y a une telle... parce que vous êtes intimidé à l'école. Par contre, quand vous êtes avec les Raéliens, tout le monde vous aime, tout le monde vous accepte. Il y a une sorte de bonheur facile qui fait en sorte que vous vous sentez bien jusqu'à temps qu'à un moment donné, quand même, un des membres de la secte vous initie à des choses sexuelles. Vous avez quel âge quand vous êtes initié, sans votre consentement, bien sûr? Alors oui, parce qu'à 13 ans, j'ai 13 ans. À 13 ans, il n'y a pas besoin... En fait, cette personne était une personne qui était canadienne et qui était haut placée dans le mouvement raélien, qui était un des bras droits de Raël, qui devait prendre sa succession à la mort de Raël. Et il se passe 15 jours de stage. Et pendant ces 15 jours, je mange tous les midis avec lui. Et on va faire des siestes. Et à un moment, on arrive dans la chambre et il me dit que ce serait bien que j'apprenne à lui donner du plaisir avec ma bouche. Et il voit que je tique et il me dit, mais tu sais, ça fera du bien au prophète, je vais t'apprendre pour le prophète et son bien-être. Alors, est-ce que c'est Raël qui lui a demandé ou est-ce que c'est cet homme qui s'est servi de cette position-là, proche de Raël pour en profiter? Ça, je n'ai pas la réponse. Ce serait mentir que de dire une chose ou l'autre. Mais voilà, à 13 ans, je comprends qu'il faut pas que je dise non, même si j'ai le droit, mais dans ma tête, c'était pas possible. C'était dans la continuité de mon éducation. Voilà. Et je tiens à le spécifier, Lydia. Je sens que c'est très émotif pour vous de revivre ces moments-là parce que vous nous décrivez quand même une agression sexuelle quand vous êtes très jeune, donc un acte de pédophilie. Donc, encore une fois, je vous remercie de prendre le temps de nous en parler. Et ça n'est pas facile pour vous de revivre ces choses-là. Donc, je suis tout à fait consciente qu'en vous posant des questions, je vous impose quelque chose de pas agréable. Mais je pense que c'est important de le faire pour que les gens comprennent. Parce que dans votre livre, vous le dites vraiment noir sur blanc, Raël est un monstre. Il est un monstre. Oui. C'est comme ça que vous le présentez. Donc, c'est pas le petit personnage rigolo avec la petite toque et la robe blanche. Pour vous, c'est un monstre. Pourquoi, Lydia? Parce qu'il se sert de l'amour et du manque d'amour dans la société pour donner une espèce d'illusion d'amour aux gens. Donc, il se sert de son intelligence pour faire du mal aux gens et c'est un monstre parce que il va vous donner un message, mais dans l'intimité, il est à 10 000 de son message. Il est d'une violence extrême et un regard noir. Donc, moi, ce n'est plus un humain pour moi. C'est quelqu'un qui est pas gentil. Vous décrivez dans le livre à quel point, parce que vous êtes une très jolie femme, une très jolie jeune fille, qui correspond tout à fait à l'image que lui a de la perfection, vos longs cheveux noirs, vos yeux un petit peu bridés comme ça, et donc vous montez peu à peu les échelons dans la garde rapprochée de Raël, jusqu'à devenir ce qu'on appelle les anges cordons dorés, les plus jolies femmes du mouvement. Et là, votre devoir, c'est de vous donner sexuellement, pas juste à Raël, mais aux Elohim. Là, va falloir que vous m'expliquiez comment Raël arrivait à vous convaincre qu'en couchant avec lui, vous couchiez avec des extraterrestres. Alors, déjà, moi, j'avais cette fonction de cordon doré, c'est-à-dire que les cordons dorés, on était à son service. On lui faisait son intendance, on était proche de lui, on était des potiches, en gros. Et Plume Rose, c'est ça qui a fait la différence avec les autres. Je n'avais le droit de me donner mon corps qu'à lui, le dernier des prophètes, et aux Elohim, les extraterrestres, quand ils viendront sur la terre. J'étais une élue des Elohim, les extraterrestres, et de Raël. Donc forcément, comme les Elohim voient à travers les yeux de Raël ce qui se passe, quand Raël était avec moi dans l'intimité, les Elohim étaient là. Et comme moi, Allez-y. Non, mais j'allais vous demander, en toute spontanéité, j'avais envie de vous demander, à l'époque, parce que vous le racontez aujourd'hui avec évidemment un pas de recul, à l'époque, est-ce que vous y croyiez?
Est-ce que vous J'en croyez suis- en effet? Vous en étiez convaincu? J'en suis convaincue. Je Ah vivais oui. pour lui, j'aurais Ah pu oui. mourir pour lui. Après, moi, ça a commencé, j'avais 4 ans. J'ai pas été une adulte qui a pris la décision de rentrer dans le mouvement raélien. Moi, on m'a proposé ça comme si on m'aurait proposé n'importe quelle autre religion. Vous voyez ce que je veux dire? Tout Il à est là fait. le travail. Il est là le travail. C'est que moi, depuis que j'ai 4 ans, c'est le sauveur de l'humanité. C'est le frère de Jésus. Donc moi, je suis là avec lui dans l'intimité, j'ai de la chance. Et même Voilà. si je ressens des choses négatives, je me donne pas le droit de les ressentir. Voilà, parce que vous êtes une élue, tout le monde en fait est un peu jaloux du statut de privilégié que vous avez. Imaginez donc, vous avez le privilège d'avoir des relations sexuelles avec le frère de Jésus. Je veux dire, c'est extraordinaire. Sauf que Eh oui. très rapidement, on tombe dans les perversions sexuelles. Alors, encore une fois, je m'excuse de vous faire C'est revivre pas ça. grave. Mais donc, je m'en excuse, mais en même temps, vous le racontez dans le livre. Et si on veut comprendre jusqu'où allait la perversité de Raël, il faut nommer les choses. Nommer les choses, c'est ça. important. Bon. Et même si c'est dur, c'est nécessaire. Et la première Voilà. fois qu'on a été dans l'intimité, euh, euh, il m'a inséré une fourchette dans le vagin et il m'a fait saigner. Et c'était pour lui une manière de voir à quel point j'étais dévouée à lui. Il a fait ça 2 fois. Et la dernière fois, le soir où je suis partie également, et là, il m'a fait plus mal que d'habitude. Il avait des manières et des pratiques sexuelles qui sont aujourd'hui, avec le recul, pas normales. La première fois qu'il le fait, c'est pour vous tester. Si Mhm. il vous introduit une fourchette dans le vagin et que vous restez là, ça veut dire que vous êtes une vraie. Ça veut dire que vous êtes réellement dévoué. Il testait vos limites. Bien sûr, et même après cet acte-là, quand je me douche et je me rhabille, je suis contente. C'est ça où c'est fou. Ma prison, elle est dans ma tête. Parce que je suis contente, j'ai passé le test. Je suis en accord avec moi, ma position d'être une élue des Elohim. Je lui ai prouvé à quel point je le suis dévouée. Donc j'ai mal, mais je suis contente. Et je comprends aussi avec le recul, parce que vous êtes très jeune la première fois, donc encore une fois, rentrer dans la secte à 4 ans, c'est le seul monde que vous connaissez, c'est un monde où vous êtes bien, donc votre notion du bien et du mal est complètement biaisée, est complètement tronquée à cause de cet endoctrinement et de ce lavage de cerveau, là. Mais c'est ça, là j'en parle avec le recul nécessaire parce que j'ai 43 ans bientôt et qu'à l'époque j'en avais 18. Mais même aujourd'hui, c'est biaisé, ma vision du monde elle est biaisée parce que tout ce qu'on m'a inculqué, faut que je le découvre. Tout ce qu'on m'a dit qui était bien, faut que je le découvre. Je sais pas en fait, les codes je les ai pas, je les ai jamais eus. J'ai eu les codes dans le mouvement, ça j'étais parfaite. Mais aujourd'hui dans la vie de tous les jours, même des années après, je cherche où est ma place et je cherche ce qui est bien ou pas de faire. Encore. Mais votre témoignage est très courageux et je tournais les pages de votre livre, je prenais des notes dans la marge parce qu'à chaque fois je me disais mais le coup que ça a dû être, le coup qu'elle s'impose à elle-même en racontant ça, vous l'avez raconté à quelqu'un qui l'a mis sous forme d'un livre, mais ça doit être très difficile encore une fois de revisiter ça, mais essentiel. Donc on a raconté l'épisode de la fourchette, là on s'en va vers un autre épisode beaucoup plus délicat. Ça implique des chiens. Je vous laisse le raconter parce que je ne sais pas jusqu'où vous êtes prête à aller dans le récit de cette histoire. Alors, Raël, déjà dans l'intimité, aimait beaucoup que je me masturbe devant lui en pensant à des animaux, et les chiens en particulier. Donc ça a commencé comme ça, le travail psychologique a commencé comme ça. Mais je m'interdis de me dire que c'est pas normal et que ça me dégoûte parce que c'est le dernier des prophètes. Jusqu'au jour où on fait une promenade et on était en Suisse et que là il y a des chiens et qu'on va dans un coin un peu plus éloigné parce qu'on était accompagné d'autres Raéliens et que il fait en sorte que les chiens me touchent mes parties intimes. Voilà, pour faire court et là je prends une claque parce que je comprends pas, je me dis qu'il me punit et je me dis que le problème c'est moi et je me dis que c'est de ma faute. Et c'est des années après que je comprends que c'est lui qui a un souci et que c'est quelqu'un qui est zoophile, en fait. Donc, il a enduit vos parties d'un produit, peut-être du miel ou quelque chose, peu importe, pour faire en sorte que les chiens
voilà, se rapproche de vous. On rentrera pas trop dans les détails, mais vous venez de dire quelque chose et vous le racontez dans le livre, Lydia. Vous n'étiez pas seul avec lui. Il y avait des Raéliens qui, eux, tenaient les chiens en laisse et qui les ont laissés aller vers vous. Non? C'est pas ça. Non, C'est que les excusez-moi, j'ai mal Raéliens saisi. c'est pas grave. Les Raéliens se promenaient avec nous. On était à la base dans une balade. Oui. Et à un moment, Raël prend un chien en laisse, Ah, d'accord. me prend moi, et on va sur le côté. Donc ils étaient pas très loin, mais ils ont pas vu. Ils n'ont pas vu, mais en même temps, excusez-moi, Lydia, mais les Raéliens, ils le savaient qu'il y avait ce genre de comportement-là. Tout le monde. Est-ce que vous considérez que ces gens-là ont été complices d'une certaine façon des différentes agressions sexuelles que vous avez vécues? Alors, au niveau de certaines agressions, oui. Les premières fellations, tout ça, c'était un secret de polichinelle. Autant le fait que Raël m'insère une fourchette dans le vagin et que me fasse saigner, autant le fait que Raël aime que les chiens s'amusent avec moi, ils y croient pas. Ils savent pas. Ils imaginent même pas que ce soit possible parce que Raël a un discours de non-violence permanent. Et moi je regarde pas les réseaux, je regarde pas les commentaires, mais je les connais par cœur. Je passe pour quelqu'un de fou, de menteur. J'ai un problème psychiatrique parce que pour eux c'est inconcevable que le dernier des prophètes fasse des choses comme ça. Parce ce qu'il a fait avec moi, il l'a pas fait avec d'autres filles. Et ce qu'il a fait avec d'autres filles, il n'a pas fait avec moi. Je souris, mais c'est une manière à moi de me protéger, de me défendre. Je comprends. Parce que je suis pas quelqu'un de larmoyant. C'est pas que j'aime pas ça, mais faut être fort. C'est dur, mais c'est nécessaire de le faire aujourd'hui, de le dire, parce que ça existe encore. C'est très difficile de lire votre livre, et nous, on fait seulement le lire. Vous l'avez vécu. Vous dites à un moment donné, j'ai besoin que le monde sache qui est cet homme, en parlant évidemment de Raël. Qui il est en dehors des caméras, dans l'intime, dans les coulisses. Et là, vous dites, j'ai besoin qu'on prenne conscience qu'il n'est pas le seul truand sur Terre à abuser et à profiter de la naïveté d'autres personnes. Méfiez-vous. Et là, vous parlez des stages de bien-être, des trucs de méditation, etc., etc. Bien sûr. Donc, vous voulez faire œuvre utile en alertant les gens à des gens à des gourous, des prophètes qui, en fait, sont des salauds. Bien sûr, la première chose que je veux faire, c'est transformer ça. C'est parce que si je transforme pas ça, je vis plus. Je meurs, en fait. Donc, le transformer. Et ma manière à moi de le transformer, c'est de dire aux gens, quand c'est trop beau, c'est pas normal. Quand les gens sont trop gentils, c'est pas normal. Quand on vous incite à faire des choses et que vous sentez intrinsèquement que vous avez pas envie, ne le faites pas. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Ne vous obligez jamais à rien pour personne. Soyez juste à l'écoute de vous. Quand c'est trop beau, n'y allez pas quand on vous dit j'ai des dons. Excusez-moi, je sais qu'on est en direct, mais on fait tous pipi caca, quoi. Je veux dire, il y a un moment où il y a quand c'est trop beau, quand c'est trop facile, n'y allez pas vraiment, vraiment, s'il vous plaît. Et c'est à l'abri. Et personne n'est à l'abri. Personne, qu'on soit éboueur, ministre. Personne n'est à l'abri, c'est pas une question de faiblesse. L'intelligence émotionnelle n'est pas la même pour tout le monde et ça n'a rien à voir avec nos études. L'intelligence émotionnelle fait qu'on va chercher des choses dont on a besoin et ce monde-là a besoin d'amour. La responsabilité des médias, parce que ici au Québec, Raël, à l'époque, quand il était ici, il était reçu dans les talk-shows. Des fois, les gens le confrontaient et des fois pas. Des fois, on le traitait un petit peu comme c'est un clown rigolo, inoffensif. Des fois, il a été confronté, plusieurs fois. Mais il y a eu vraiment les deux. Et puis récemment, il y a eu ce documentaire sur Netflix. Vous en parlez dans le livre en disant que ça vous a dégoûté. Qu'est-ce qui vous a dégoûté dans le documentaire de Netflix? Ça m'a dégoûté parce que, en fait, ce documentaire-là, il est réel. C'est la vérité. Ils ont montré le vrai Raël avec ses vrais anges et son argent. Mais c'est pas que ça. Pourquoi ils ont pas montré la face noire? Pourquoi ils ont montré quelqu'un qui est souriant, qui rigole au bord de la plage et qui a un chapeau en paille? C'est pas ça, Raël. C'est que ça devant les médias, mais dans l'intimité. Pourquoi il a pas pris des femmes comme moi? Je dis pas que je voulais faire partie du document de Netflix, c'est pas ce que je dis. Mais des vrais gens qui le connaissent dans l'intime et ce documentaire-là, moi j'ai entendu des gens dans le métro dire putain, j'ai vu le truc de Raël. En fait, c'est pas des illuminés, il fait du mal à personne, il pousse à personne au suicide collectif. Et c'est ça qui je suis pas quelqu'un de rancunier, je suis pas quelqu'un de méchant, mais j'en veux à ces gens d'avoir donné cette tribune-là à quelqu'un qui n'est pas que ça.
Voilà. Alors maintenant, il est au Japon. Aux dernières nouvelles, il est au Japon. Il y a des gens là-bas qui continuent à le vénérer, qui continuent à le servir. Si vous pouviez parler à ces jeunes femmes en ce moment dans l'entourage de Raël, qu'est-ce que vous voudriez leur dire, Lydia? J'aimerais leur dire qu'il n'y a personne de plus important sur la terre qu'elle-même, avant tout. Et qu'il n'y a personne qui mérite, même si quelqu'un est très gentil, qu'on soit dévoué corps et âme à attendre les désirs de quelqu'un. Vivez pour vous. Même si vous croyez en ce qu'il dit. Même si vous croyez en ce qu'il dit. Vivez pour vous, pas en attente de faire plaisir à quelqu'un. On ne peut pas avoir une vie de dévotion pour un être humain qui n'a jamais prouvé ce qu'il disait. Voilà. Jamais. Il y a ma collègue Cybèle Olivier qui est en contact avec tous nos auditeurs et nos spectateurs qui vous écoutent en ce moment et qui vous regardent. Et tu voulais partager des questions avec nous? Oui, c'est ça. La majorité des gens sont complètement choqués par le discours, nous rappellent des faits sur Raël aussi, comme quoi ils trouvent ça tellement difficile à entendre, mais surtout, Lydia, on vous remercie puis on vous salue pour votre résilience, votre capacité à prendre votre respiration puis à nous partager ce que vous avez vécu, puis surtout la frustration que je lis depuis à plusieurs reprises, c'est le fait que Raël soit encore en liberté. Oui. Parce que je regardais en même temps rapidement sur les actualités, je vois qu'il y a eu certaines accusations sur des prêtres, là, si on peut dire ça comme ça, je sais pas quel serait le bon terme, Lydia. Les évêques. Oui, ben voilà. Les évêques. Des évêques, donc. Et il y en a qui sont accusés, mais pas Raël. Ou Raël, je trouve rien là-dessus. Il est au Japon et là, les gens sont frustrés de se dire comment ça se fait qu'on l'a pas enfermé. Bonne question. Lydia, qu'est-ce que vous pensez qui devrait arriver aujourd'hui à Raël? Je pense que ce qui le ferait le plus souffrir, c'est qu'on lui enlève son argent. Mais plus sérieusement, je pense que si personne n'a encore porté plainte aujourd'hui, c'est parce que personne... C'est une honte de faire ce que je fais pour la plupart des gens. Les gens vivent à travers le regard des gens et je sais que je suis jugée, mais c'est pas grave. Et je pense que le fait d'être affranchi fait que moi, je peux prendre la parole. Je pense que le fait qu'on pense qu'on me croit, j'ai pas besoin qu'on me croie, je l'ai vécu. J'ai pas besoin qu'on me croie. Après, moi, j'envisage de faire des choses, mais aujourd'hui, personne, je pense, n'a osé le faire parce avant de faire ce que je fais, il faut s'enlever ce regard des gens et cette honte d'avoir fait ça, même si cette honte est encore là, mais faut la dépasser. Mais c'est c'est les adeptes qui jugent. Oui, c'est ça, ce sont les Raéliens qui vous font payer le prix de votre livre. Alors, les Raéliens, ils inondent les réseaux de choses complètement ahurissantes, mais je le savais. Et aussi des gens qui ne sont pas raéliens et qui ne peuvent pas comprendre et qui pensent que je suis une fille facile, une prostituée complètement débile et qui aurait dû partir parce qu'on a toujours la possibilité de dire non et qui comprennent pas la prison mentale. Donc effectivement, je reçois plein de choses gentilles, mais aussi une vague de haine de par les Raéliens qui soi-disant sont dans la non-violence et de par les gens qui ne comprennent pas. Absolument. Alors, je rappelle le titre de votre livre, « J'étais son esclave ». C'est publié aux éditions City. Le livre va être disponible bientôt au Québec. Pour l'instant, aujourd'hui, vous nous avez accordé votre première entrevue sur le territoire québécois. Je vous en remercie. Je vous remercie, comme les auditeurs et les auditrices l'ont fait, pour votre immense courage. C'est important de nommer les choses. C'est important aussi de mettre les gens en garde parce qu'il y a toutes sortes de sectes, toutes sortes de gourous qui prennent toutes sortes de visages, qui se cachent derrière toutes sortes de masques. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Lydia Hadjara. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Il y a toutes sortes de façons de parler du cancer et de parler de l'impact du cancer. On peut parler évidemment de l'impact psychologique, de l'impact sur la famille, etc. Il y a toutes sortes d'aspects, toutes sortes d'angles. Mais il y a un angle dont on parle pas. Je devrais peut-être l'appeler l'angle mort si c'était pas aussi morbide comme terminologie. L'angle mort, dans ce cas-là, c'est l'aspect financier. Quand on est obligé d'avoir des traitements, ben là, on manque des journées de travail. Ça coûte cher. Et c'est pour
pour ça que la nouvelle campagne de la Fondation québécoise du cancer parle de ça. Parce qu'à la Fondation, ils aiment ça parler des affaires dont on parle pas. Bonjour, Marco. Allô, Sophie. Marco Dessel, directeur général de la Fondation québécoise du cancer. On se connaît, on se tutoie parce que, oui. déjà été porte-parole d'une de vos campagnes de financement. Marco, pourquoi vous avez décidé cette année de parler de cet aspect-là? Parce qu'il y en a 22 000 aspects dont on peut parler dans le cancer. Pourquoi cet aspect-là? Ben, on voulait ajouter, moi j'appelle ça l'éléphant dans la pièce. Donc, c'est bon. Au Québec, parler argent, impact monétaire, encore un peu de tabou, malheureusement, avec ça. On parle plus de sexe qu'on parle d'argent. Oui, on pourrait dire ça ainsi, mais bon. On voulait absolument parler de cet aspect-là parce qu'on a ajouté à la Fondation un programme qui s'appelle le programme d'aide à la vie quotidienne. Donc, on remet de l'argent à des gens qui sont en difficulté suite à leur épreuve du cancer. On l'avait jamais abordé dans une campagne. Et là, on est très heureux de l'avoir fait parce que oui, c'est un aspect, comme tu l'as mentionné. Oui, il y a l'aspect psychologique, l'aspect physique, l'aspect de ton entourage, gérer tout ça. Puis on en a déjà parlé ensemble lors d'une précédente émission. Mais on n'avait jamais abordé directement l'aspect financier. Puis il est important et il est majeur. Alors, ça s'appelle la roue de l'infortune. C'est un petit jeu de mots, évidemment, sur la roue de fortune. C'est rare que je fasse ça, mais on va écouter. Je veux qu'on écoute la publicité au complet pour qu'on comprenne bien quel est le propos. Puis après, on va décortiquer cette campagne-là pour voir pourquoi vous l'avez faite et pourquoi vous l'avez faite de cette façon-là. Alors, Jean-Philippe Leroux, qui est notre réalisateur, va nous faire jouer ça. Et c'est parti, on est avec Jean pour qui c'est une première fois. On l'encourage bien fort et 50 000 $ en perte de revenus. Allez Jean, on tourne la roue encore. Attention, ça s'en vient. Voyage, 20 000 km en déplacement vers votre lieu de traitement. Et ça continue pour le lot boni. Vous repartez donc avec tout le fardeau qui suit le chef de... Quand le cancer s'invite chez vous, il apporte son lot d'épreuves. Laissez-nous vous soutenir. Et là, ce qui apparaît, c'est information, soutien psychologique, etc. On se souvient tous de la fameuse publicité pour le cancer où on voyait des gens qui étaient propulsés vers l'arrière et tous les gens qui ont vécu le cancer disent « Mon Dieu, ça m'a fait penser exactement comme dans la pub ». Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'entendre ta publicité, Marco, et qui se disent « Mon Dieu, c'est exactement ça que j'ai vécu ». En général, les gens perdent combien de revenus quand ils ont le cancer? Tout dernièrement, dans les derniers mois, il y a une étude pilotée par nos collègues de la Société canadienne avec Statistique Canada qui ont évalué là, sur la période traitement et rétablissement à 33 000 $ en moyenne. Donc, les frais de médicaments non couverts, les frais de déplacement, les pertes de revenus. Donc, 33 000 pour certaines personnes, ça peut paraître banal. Ben, pas grand monde pour qui c'est banal, là, mais... Mais pour plusieurs personnes... Pour le 1% peut-être, oui, mais... c'est ça, mais pour plusieurs, c'est incroyable, l'impact, là. Donc, c'est un impact que malheureusement, qui est négligé, qu'on ne parle pas suffisamment, et on est au Québec. Donc, on dit qu'on a un tissu social, qu'on est bien couvert à cet égard-là. Il n'y a pas 40 % de la population active qui a des assurances longue durée pour maladies graves. Donc, c'est des gens... moi, j'ai des appels, là, puis j'accepte d'en prendre de façon personnelle, un à l'occasion, parce que je veux rester connecté sur la réalité. Mais il y a des gens là, que, dès les premiers mois, ils sont en détresse financière. Là. Ils n'arrivent pas, parce qu'il faut le dire, au Québec, on a un taux d'endettement de 150 %. Ça, ce que ça veut dire, c'est que mettons qu'on a 100 $ de revenus, on a 150 $ de dette. Donc, c'est énorme. En plus, au Québec, il y a un pourcentage très élevé de la population qui vit d'un chèque de paye à l'autre, des gens qui n'ont pas de fonds de prévoyance, ne serait-ce que pour payer le loyer qui s'en vient. Donc, si pendant un mois, on travaille pas, on n'est pas capable de payer le loyer. Très rapidement. Là. J'ai eu juste avant la période des fêtes une dame qui m'avait été référée. Je l'ai prise directement parce qu'elle connaissait quelqu'un que je connaissais. Puis je voulais connaître son histoire. Et juste avant les fêtes, elle me disait, si j'ai pas d'aide au niveau financier, je crois que mon propriétaire va m'expulser. Donc, on aurait eu quelqu'un qui a le cancer qui serait retrouvé à la rue ou dans une ressource d'hébergement. Quelques jours avant la période des fêtes. Incroyable. Donc, imaginez le drame humain que ces gens-là ont à traverser au-delà de la maladie. Déjà, la maladie, là, c'est incroyable comme stress et comme anxiété, niveau d'anxiété. Et on ajoute, dans certains cas, une couche supplémentaire avec le fardeau financier. Donc, pour nous, c'était essentiel qu'on en discute, de dire que ça existe
et que l'ensemble des ressources doivent se mobiliser pour améliorer cette situation-là. Alors, tu as mentionné tout à l'heure le tissu social. On parle beaucoup en ce moment de l'État-providence, à quel point au Québec, on donne. On a donc un État qui est généreux. Ben, je pense que c'est pour surtout nous qui sommes généreux avec l'État. Je suis pas sûre qu'on en reçoit autant qu'on en donne. Comment se fait-il que le tissu social, justement, est pas capable d'aider des gens qui sont en détresse financière? On s'est posé la question avant de lancer notre programme qui est doté de 250 000 $ par année et on l'a. C'est beaucoup. On a dépensé 245 000 dans la dernière année. Donc, on a presque atteint le maximum de l'enveloppe allouée au programme. Et on s'est dit, est-ce que c'est notre travail à la Fondation de remettre des chèques? Fondamentalement, la réponse, c'est non. On s'est dit, si c'est pas nous qui allons le faire, qui va le faire? Il faut toujours renverser. Puis, est-ce qu'on va attendre dans 10 ans que ça se fasse? Puis, on va laisser ces gens-là dans une situation précaire encore plus longtemps. Donc, la réponse, c'était, c'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire. Vas-y, Cybèle. C'est ça, moi, je me demande juste que je comprenne. Là, je m'y connais pas du tout. Qu'est-ce qui coûte? C'est parce que là, OK, je comprends les déplacements. OK, ça, parfait, je comprends. Mais après ça, moi, dans ma tête, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question parce qu'à chaque fois qu'on a des discussions là-dessus, les gens sont étonnés. Le monde est couvert à la base avec l'assurance maladie. Après ça, comment ça? On n'est pas perte de salaire. Perte de salaire. Donc, ça, c'est la si tu es travailleur autonome, là, si tu as un régime de santé de ton entreprise, tu te déclares, bon, je suis malade, puis là, ils vont te donner un salaire pendant le temps que tu travailles pas. Mais la quantité de gens qui sont des travailleurs autonomes. Je m'excuse, je réponds à ta place. Moi, je me demande, est-ce que c'est les traitements comme tels, les médicaments, Okay. Les médicaments, c'est ça. Les traitements vont être couverts. Donc, ce que tu me mentionnes depuis tout à l'heure, ça, c'est couvert par le régime public. Médicaments, il y a toujours un volet qui est non couvert. Donc, oui, puis il y a une franchise à payer. Là. Donc, déjà, pour certaines personnes, d'atteindre la franchise publique de 750 $ par année, c'est une catastrophe. Parce que déjà, tu as la perte de revenus et tu ajoutes des dépenses, 750 $ au niveau des médicaments. Après ça, il va y avoir, pour certains cas, sur certains cancers, ils ont besoin de culottes d'assistance. C'est pas couvert. Là, tu rajoutes quelques centaines de dollars. Là. Tu rajoutes 20 000, comme dans notre publicité, 20 000 kilomètres de déplacement. L'essence, le stationnement pendant 6, Alors 7, ça, 8 je semaines. veux le dire, OK? Je veux le dire. C'est une honte nationale que si moi, aujourd'hui, avec Cybèle, je sors d'ici et je m'en vais au Casino de Montréal, le stationnement est gratuit, puis là, je vais taper sur la table, mais que si j'accompagne mon chum au CHUM, je pense que les 2 premières heures sont gratuites, puis après ça, il faut payer. Moi, c'est correct, je l'ai, l'argent, mais je trouve scandaleux que dans une société comme le Québec, en 2025, ce soit gratis pour aller jouer au blackjack, mais que quand on joue à la roue de l'infortune avec notre santé, qu'il faille payer pour des stationnements. Et ça, je trouve ça scandaleux. Heureusement, maintenant... j'ai tapé sur la table. Avec le 2 heures, quand même, pour les traitements de radiothérapie, ça se fait à l'intérieur de 2 heures. Donc, quand même, la nouvelle réglementation, elle est imparfaite, évidemment. Mais pour les cas fréquents qui retournent souvent à l'hôpital, il y a des mesures d'atténuation prévues. Mais évidemment, si tu as affaire à y aller une fois dans une semaine, ben là, tu payes plein tarif. Un traitement de chimio, c'est plus que 2 heures. Ben oui, puis aussi, il y a des gens, mettons, si, mettons, tu habites loin de Québec, mettons, ben il faut quand même que tu te rendes à Québec, même si une fois rendu à Québec, le stationnement... Ça aussi, il y a des programmes, dans certains cas, quand tu es à plus que 150 km. En tout cas, normalement, on devrait, dans un vrai État-providence. Marco, comment elle a été reçue, cette campagne-là? Beaucoup d'excellents commentaires, comme l'ensemble des campagnes que l'on fait annuellement. Évidemment, on veut frapper l'imaginaire, on veut jaser dans nos campagnes. Ouais. Mais on a été surpris, on pensait qu'on était dans un ton un peu ludique. On a eu beaucoup de plaintes. Des plaintes sur notre campagne. Très mauvais goût. De mauvais goût? C'est pas drôle. Le cancer, c'est pas drôle. On n'a jamais prétendu que c'est drôle. Je crois qu'elle est de bon goût. Je pense qu'elle est de bon ton. Mais quand tu dis que tu as reçu des plaintes, tu as reçu deux pelés, 3 tondus. Non, on compte à dizaines de gens. Mais bon, on le voit maintenant dans les médias sociaux. Et quand tu donnes l'accès, tu te mets publiquement...
tu sais très bien, là, quand tu es une personne Aucune publique... idée de quoi tu parles. Mais est-ce que c'est parce que c'est parce que vous parlez d'argent? Est-ce que c'est parce que vous touchez au tabou de l'argent? Les gens ne l'ont pas mentionné comme ça, mais oui, on sent en arrière que le sous-entendu, c'est on parle d'argent et on devrait parler d'autres choses. Peut-être parce que vous dérangez, vous êtes fatiguant à parler des problèmes des autres. Ben des fois, oui, j'ai l'impression maudite que le monde affaire. sont pas, Ben oui, puis ça fait Arrêtez donc d'être généreux. 45 ans qu'on est présent, puis on va continuer de... Je pense qu'il faut qu'il y ait au moins un organisme qui parle des vraies affaires au Québec. Puis nous, on va prendre la défense des personnes atteintes d'un cancer et leurs proches. C'est notre mission. Pensez-vous que vous Absolument. êtes entendu, excusez, mais par les personnes qui pourraient vous aider et vous envoyer de l'argent? Est-ce que Il y a peut-être des généreux donateurs qui nous écoutent en ce moment, qui Ben, vont on les envoyer un invite, chèque. on le les invite. gouvernement directement, est-ce qu'eux répondent à des campagnes comme ça? Est-ce qu'eux vous entendent? Oui, en général, les messages de la Fondation ils sont bien perçus. Donc, on a la chance de compter sur plus de 26 000 donateurs annuellement. Donc, ça va bien, mais il faut travailler fort. Et c'est pas gagné d'année en année de bien performer. Donc, c'est pour ça que toutes nos équipes créatives travaillent très, très fort annuellement pour trouver les bons angles, les bons messages. Ça prend des témoignages et ça prend de la présence publique comme cet après-midi. Merci beaucoup, Marco Dessel. Je vais ton titre, parce que moi, c'est Marco, directeur général de la Fondation québécoise du cancer. Merci beaucoup pour ce message-là. Merci, Sophie. Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Montréal pue, et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. Rémi Villemure. Rémi, bonjour. Bonjour, Sophie. Des fois, on a eu des débats à l'émission sur des trucs comme l'avenir du Québec, puis la langue, puis le français et tout ça. Et aujourd'hui, tu nous proposes un débat qui va en fait au cœur de l'essence de ce que c'est vivre ici, en terre d'Amérique, pour ou contre fermer les écoles pour une deuxième journée quand il y a une tempête de neige? Ben, tu sauras que derrière cette question banale-là, il y a de la profondeur. Mais non, mais justement, elle n'est pas banale, cette question, parce que ça touche à notre nordicité. Et tu te souviens, le philosophe qui avait écrit le livre Bernard Arcan, qui avait écrit « Abolissons l'hiver », il disait on devrait faire l'école l'été et l'hiver, les élèves devraient avoir congé parce que ça n'a pas de sens des écoles en plein hiver. Ben, c'est parce que j'écoutais ce matin les arguments. Il y avait des bons arguments des deux côtés et il y avait aussi de très mauvais arguments des deux côtés. Et si j'avais pas entendu ces arguments-là, j'aurais pas eu l'idée de venir t'en parler aujourd'hui. D'accord, je t'écoute. Écoute, juste rapidement, j'ai entendu des gens dire... Dans notre temps, on se serait pas posé cette question-là. On serait allé à l'école. On est rendu des mauviettes. Attendez une minute, là. Il n'est jamais tombé de neige autant que dans les 4 derniers jours, entre jeudi et dimanche. Ça fait 125 ans qu'il n'y en a pas eu. Ben, en fait, je pense que la vraie statistique, c'est depuis les années 50. Donc, on n'est pas loin de 125, là, mais c'est donc depuis les années 50, il n'est jamais tombé autant de neige, c'est 75 cm. Donc, quand on nous dit, dans notre temps, on aurait fait ça, ben, parce qu'on a connu la fameuse tempête du siècle, là, je pense que c'était en 1971. Ouais. Hugo, tu peux peut-être vérifier pour moi. Moi, j'ai des photos de moi. On habitait à Ottawa à ce moment-là. Imagine-toi, j'ai déjà vécu à Ottawa, moi. Et monsieur, madame. Et j'ai, moi, une toute petite mini Sophie, entourée d'un immense banc de neige, comprends-tu? Mais c'était pas la tempête du siècle. La tempête du siècle, c'est là. C'est là. Donc, des gens qui disent, dans notre temps, ça aurait été différent, ben, c'était différent, effectivement, parce qu'il y avait moins de neige. Là, ça, c'est un fait. D'un point de vue de la rhétorique, c'est raté. Ouais. J'ai quand même entendu, par contre, de l'autre côté. Donc, il y a des gens qui disaient qu'on n'aurait pas dû ouvrir les écoles. Il y a des gens qui disaient, moi, mon trottoir, il est pas déneigé. Moi, ma rue est pas déneigée, c'est pas sécuritaire. Oui, c'est vrai. Non, mais ça, c'est vrai, mais c'est parce que sais-tu que la Ville a planifié déjà d'avance son opération et qu'elle prévoit 8 jours pour arriver au bout de ça. Donc, ça voudrait dire que les écoles soient fermées pendant 8 jours, ce qui n'a aucun sens. Voilà, parce que si vous habitez sur une petite rue qui est pas une rue, parce que regardez, moi, je suis venu à pied, là, la rue Frontenac est très bien déneigée. D'un côté, en tout cas, on s'occupe des grosses artères, mais les petites rues résidentielles, ça se peut, savez-vous quoi, là, les gens qui nous écoutent, que samedi, elle sera pas déneigée, votre rue. Donc, est-ce qu'on laisse l'école fermée toute la semaine si votre rue n'est pas déneigée? Et ça, c'est un argument que je ne pense pas qu'on entendait dans les années 50. Je pense pas que les gens disaient « ma rue est pas déneigée ». Je pense que les gens avaient conscience de ce que c'est que de vivre en communauté, de vivre dans une collectivité, de vivre dans une ville qui ne se résume pas à votre quadrilatère, à votre petit environnement. Ça, c'est un argument assez nouveau,
assez inédit dans l'histoire. Donc, on est passé du « pas dans ma cour », parce qu'on entendait avant beaucoup l'argument « pas dans ma cour », et là, c'est l'argument « dans ma cour ». Dans ma cour, à moi, la neige a pas été déneigée, donc j'arrête de vivre, puis le monde doit arrêter de tourner. C'est quand même assez particulier, cette tempête de neige-là, ou ces deux tempêtes de neige rapprochées, parce que je trouve que ça a fait ressortir le pire et le meilleur de nos compatriotes. Donc, on a vu des gens avoir des comportements de cabochon, des gens étaient extrêmement agressifs, des gens se comportaient de façon dangereuse. Et hier, dans ma ruelle, il y avait une vraie vie de ruelle. Je capotais ma vie, Rémi. Il y avait toute une partie de la ruelle qui était pas déneigée. Il y avait des enfants qui jouaient dehors, qui n'étaient pas devant Netflix en train de chiller. Et il y avait à la fenêtre une maman. Elle a ouvert sa fenêtre et elle parlait aux enfants qui étaient dans la ruelle et qui... On avait l'impression d'être dans une pièce de Michel Tremblay. Mais c'était en 2025 et je me suis dit, voilà... On revient quand même à quelque chose d'assez fondamental. L'entraide des ados qui déneigent des voitures de gens qu'ils ne connaissent pas. Tu sais, c'est beau quand même à voir. Ben oui, donc, si le prix à payer, c'est qu'on ferme les écoles, peut-être que moi, j'en prendrais plus des tempêtes de neige pour que les gens soient un petit peu moins cabochons. Ben, les tempêtes de neige, ce sont des brouillards, donc on voit plus clair, il y a plein de contradictions. Non, mais c'est vrai parce que je te parle de notre société qui est composée, formée autour de l'individu. Hein. Il y a quand même, on est quand même la première génération à se commander un beigne par Uber Eats. Moi, j'avais une voisine qui se commandait le soir un beigne et elle s'endormait et le livreur sonnait à la mauvaise porte et moi, j'ouvrais et je voyais un beigne dans une... Non, mais on est rendu là. On a déjà eu une collègue, elle se faisait livrer genre une liqueur. Non, mais c'est fou. Elle aimait beaucoup le coach. Je la nommerai pas. Ben, bonjour quand même, Yasmine Abdel Fadel. Ah, non, j'ai pas dit son nom. Non, mais ce genre de génération-là, salut, on l'adore. Ça donne des gens qui décident qu'il faudrait surtout pas ouvrir les écoles parce que notre rue n'est pas déneigée. Mais, effectivement, chaque tempête est l'occasion de discuter avec quelqu'un. Écoute, juste parce que les trottoirs sont pas déneigés, quand vous croisez quelqu'un devant vous et qu'il y a juste de la place pour une personne, il faut quand même bien que vous ayez un contact avec cette personne-là pour décider qui passe. Oui. Et moi, j'ai décidé de laisser passer tout le monde. Bravo, depuis Rémi. 2 jours et j'arrête pas de me renfoncer parce que des fois j'ai l'impression que je vais renfoncer un petit peu dans la neige puis finalement j'en ai jusqu'aux genoux et à chaque fois je le regrette. Mais c'est un contact qu'on a donc avec des passants. On leur parle pas. Mais ça, c'est intéressant parce qu'on part de l'école. On est parti du phénomène de fermer ou pas des écoles et en fait, on est en train de parler de civisme. Est-ce que ça prend ça? Est-ce que ça prend une tempête de neige pour que, par exemple, les gens aillent frapper à la porte de leur voisine qui est âgée et lui disent, ben, vous avez 90 ans, vous pouvez pas sortir, les trottoirs sont dangereux, pas déneigés, avez-vous besoin que j'aille faire votre épicerie? On a besoin d'une tempête de neige pour nous rappeler des valeurs qui étaient peut-être justement dans notre temps, en 1950, peut-être qu'elles étaient présentes, ces valeurs-là. Les gens qui habitaient dans un building, ben, ils connaissaient le nom de leurs voisins. Aujourd'hui, les gens se connaissent pas. De toute façon, la moitié, c'est des Airbnb. Non, mais t'as raison, parce qu'on vit pas en société. On vit chacun dans son appartement, dans sa maison, dans son environnement, avec ses proches et sa famille, mais la tempête nous refait vivre en société. Tout à fait. Tu sais, il y avait eu une panne, la panne Meta, là, il y a 1 an ou 2 ans. Ben pour moi, c'était une occasion de vivre. T'étais venu nous en parler ici à Cube? Mais pour moi, c'était une occasion d'accrocher quelqu'un dans la rue en lui disant « Excusez-moi, est-ce que je peux utiliser votre téléphone? Excusez-moi, est-ce que je peux utiliser votre montre? Il est quelle heure, monsieur? On se parle plus. On se parle plus du tout et on a besoin de ça. C'est bizarre, on peut s'en plaindre, mais on peut aussi se dire à la prochaine tempête, j'ai hâte. À la prochaine panne, j'ai hâte parce que franchement, on a besoin de ça. On a besoin de ça pour se parler. d'une forme de civisme. Je veux juste revenir sur ce que tu disais, c'est très intéressant parce que c'est vrai que à cause de cette merde blanche qui est tombée... Non, mais c'est parce que jaillit la neige. Ben, oui, j'ai dit le mot en ondes. Le mot M. Ben, en fait, il y a la dame super connue sur les médias sociaux, la merda blanca. Non, vous avez pas vu ça? Une dame, on n'a pas le même algorithme. Néo-québécois. Mais non, mais je veux dire, elle a même été interviewée récemment à l'émission d'Isabelle Maréchal. Tape Merda Blanca, puis tu vas voir. C'est une dame qui vient de je sais pas trop quel pays du Sud et puis qui a fait une vidéo la première fois qu'elle a vu de la neige. Elle a dit, mais qu'est-ce que c'est? Es una merda blanca. Bon, bref, tout ça pour dire que à cause de la neige, on doit justement apprendre à cohabiter. Par exemple, quand tu es en voiture, les trottoirs sont impraticables, les piétons se retrouvent dans la rue. Ben, la cohabitation, tu n'as pas le choix. Non. Tu peux pas te permettre de klaxonner, tu peux pas te permettre de t'en prendre à un piéton. Il y a juste pas le choix. Donc, on a
pas le choix. On se retrouve forcés à cohabiter les uns avec les autres. Et c'est là qu'on voit les cabochons et les gentlemen comme toi. Et je dirais que il y a encore une autre contradiction. Écoute, c'est une tempête, c'est le brouillard, on voit plus clair, je te le dis. Il y a donc le retour du civisme. Ah, on la voit, merci Jean-Philippe. Ou c'est toi, Cybèle, qui lui a envoyé. Ah oui, à la merda blanca. Donc, c'est le retour du civisme et c'est aussi le retour des cow-boys. Parce que tu parles, par exemple, de ces passants, de ces piétons qui marchent dans la rue. Ça fait du bien quand même, un petit peu d'improvisation, un petit peu de vie de cow-boy et de cowgirl. Hein? On marche dans la rue, on évite les voitures, on freine. Mais on s'arrête pas totalement à la rouge. Puis c'est pour des raisons sécuritaires que je dis ça en passant. Là. Je dis à personne de conduire en cochon, mais de conduire en cow-boy, de vivre en cow-boy dans un monde quand même assez ennuyant. Je parle pas du Québec, mais je parle du monde occidental. Ouais. Moi, juste pour avoir vu cette image-là hier soir de la maman à travers sa fenêtre qui ouvrait la fenêtre pour parler à ses enfants sur une grosse butte de neige dans la ruelle, moi, me suis dit, ah voilà, ça c'est quand même un beau moment qu'on a vécu. Bien sûr, il y a beaucoup d'emmerdements, mais quand même, ça rapproche les Vive gens. La neige. Puis ça fait sortir les enfants de leur chambre et de leur ordinateur. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Merci, Cybèle. Merci pour tes bonnes questions et ton bel accompagnement. Merci à Hugo Veilleux. Merci à Jean-Philippe Leroux. Merci à vous d'avoir été là. À demain. Cube.